Et bonjour à tous, bienvenue sur Decrypted. Encore une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Joe aux questions et cette fois, on a le plaisir d'interviewer Ratan de Succinct. On va expliquer ce qu'est Succinct dans la suite de l'interview. Comme d'habitude, cette interview, elle sera traduite en anglais directement. Vous pourrez retrouver en description la version originale directement en anglais si jamais ça vous intéresse. Salut Ratan, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci beaucoup. Et toi? Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Beaucoup de choses à discuter. Donc juste pour commencer brièvement, qui es-tu, Ratan? Fais-nous une petite présentation. Présente-toi peut-être. Qu'est-ce que Succinct et qu'est-ce que fait Succinct dans le paysage crypto? Ouais, absolument. Donc, je m'appelle Ratan, je suis un ingénieur fondateur chez Succinct. Chez Succinct, on a construit SP1 qui est un ZK-VM, une machine virtuelle à coefficience nulle qui vous permet de prouver n'importe quel programme Rust ou n'importe quel langage qui peut être compilé en RISC-V à l'intérieur du ZK. Supposons que vous voulez prouver l'existence d'un bloc Ethereum. Vous pouvez exécuter un client d'exécution Ethereum Rust à l'intérieur de SP1 et le prouver sans avoir à écrire de circuit personnalisé. On a lancé ça en février de cette année et nous avons assisté à une croissance assez folle depuis lors. Vous savez, des équipes comme Celestia qui déploient Blockstream, Avel qui déploie Vector et Polygon qui l'utilisent pour sécuriser la layer. Ainsi, SP1 est largement adopté. Et je pense que le ZK devient beaucoup plus facile à écrire pour les gens. Et il s'est passé beaucoup de choses intéressantes depuis les 2 derniers mois. On abordera tous ces sujets au cours de l'entretien. En gros, juste pour commencer, quelle est l'étoile nord de Succinct? Quel est l'objectif principal? Quel est votre objectif singulier chez Succinct? Je pense que c'est une excellente question. C'est quelque chose à laquelle nous réfléchissons beaucoup. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir quel est le but du ZK et de la cryptographie à connaissance nulle. Je pense que pendant longtemps, il s'est incroyablement concentré sur des applications spécifiques dans le domaine de la crypto. Je veux dire que l'une des choses qui nous enthousiasme vraiment, c'est à quel point le ZK est vraiment puissant en termes de scalabilité. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais qui a été difficile à mettre en œuvre, n'est-ce pas? Vous avez eu des équipes qui ont exécuté des circuits personnalisés pour créer des ZK Rollup. Les équipes qui construisent des layers 2 veulent avoir des solutions pour essentiellement regrouper les transactions au layer 1 de manière sécurisée. Le ZK leur fournit un moyen de le faire, mais cela a été assez difficile dans le passé pour ces équipes. Donc, le faire avec des machines virtuelles ZK comme SP1 devient incroyablement facile et aussi performant pour prouver la validité de ces rollups. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous enthousiasme au départ à long terme. Je pense que la puissance de ZK va même au-delà des blockchains. Quand vous regardez la quantité de logiciels qui doit être vérifiée dans le monde, et il y a une énorme opportunité de construire des systèmes d'une meilleure manière. Pensez par exemple à chaque fois que vous utilisez des services qui nécessitent des informations financières sensibles, il n'y a pas seulement un problème de fuite de données, où chaque fois que vous entrez vos données quelque part, vous les envoyez à chaque site web avec lequel vous interagissez, n'est-ce pas? Par exemple, aux États-Unis, ici, nous avons des numéros de sécurité sociale, n'est-ce pas? Et nous l'utilisons comme une forme d'authentification. Et ainsi, à chaque fois que je veux utiliser un site web aux États-Unis et que je veux prouver que je suis un citoyen américain pour une transaction financière ou pour un cas d'utilisation d'identité, j'entre mon numéro de sécurité sociale. Si ce site web est piraté, mon numéro de sécurité sociale est maintenant piraté et mon identité peut être volée. De toute évidence, il y a un moyen pour moi de prouver que je suis un citoyen américain, sans révéler quel est mon numéro de sécurité sociale, et c'est là que les primitives comme le ZK sont assez puissantes. Nous voyons beaucoup d'autres applications dans le contexte de la blockchain être refaites à l'aide du ZK, et c'est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment. Je pense que le surnom que nous avons adopté pour le SP1 et l'objectif de Succinct est vraiment de prouver que le logiciel du monde entier peut être prouvé grâce au ZK. Ne faisons pas les choses de manière incertaine, faisons-les de manière sécurisée en utilisant de nouvelles primitives puissantes en cryptographie pour concevoir de meilleurs systèmes.
Oui, parce que j'ai entendu dire que la construction d'un circuit ZK est très difficile, comme ce que Starknet a fait. Vous facilitez donc tout le processus, n'est-ce pas? Vous venez, vous connectez à Succinct et vous offrez votre service à cette couche également. Alors oui, la question que vous posez est la suivante. Comment utiliser réellement SP1 ou juste des circuits personnalisés? En gros, je vais entrer en quelque sorte et expliquer comment fonctionne SP1. Puis je peux parler de un peu la façon dont les circuits personnalisés fonctionnaient avant, parce que je pense que c'est un contraste intéressant. Donc, avec SP1, ce que vous pouvez faire, c'est essentiellement, vous savez, vous écrivez votre programme normal, disons par exemple que vous voulez, disons que vous voulez prouver comme le 10e nombre de Fibonacci, vous écririez comme un programme simple de 5 ou 10 lignes, qui fait le programme de Fibonacci, par exemple. Par exemple. Donc, c'est comme, peu importe, comme vous obtenez votre nombre, vous savez, 1, 2, 3, 3, 5, n'est-ce pas? Par exemple, à l'intérieur d'une boucle, et c'est à ce moment-là. Vous avez maintenant ce programme Rust qui est écrit, c'est comme une dizaine de lignes de code. Vous tapez essentiellement sur un point d'entrée que nous avons chez nous qui indique qu'il s'agit d'un programme SP1. Puis vous utiliserez ce SDK que nous avons appelé le SDK S1. Il lira ce programme, verra qu'il y a un point d'entrée spécifiant qu'il s'agit d'un programme SP1 et il traitera les instructions correspondant à ce programme à l'intérieur du ZKVM et produira une exécution valide pour celui-ci. Le processus se produit et nous prenons le programme Rust, c'est-à-dire, je montrerai normalement ici un diagramme si je pouvais, mais à chaque fois que je le démontre, vous pouvez imaginer c'est quelque chose d'assez simple. I would show a diagram here normally whenever I'm demonstrating this, but you can just imagine something that's like pretty simple, and it takes that normal, language that you've coded Il in, prend le langage normal dans lequel vous avez codé et le compile dans RISC-V, qui est un jeu d'instructions réduit. En gros, au lieu de SP1, nous voulons exécuter un émulateur pour RISC-V. Vous pouvez le considérer comme une preuve de l'exécution de n'importe quel programme RISC-V. Donc, vous compilez à partir de Rust dans RISC-V et nous avons ensuite, essentiellement, SP1 est un circuit qui limite l'exécution de tout programme RISC-V. Donc, maintenant que nous avons essentiellement ce flux où vous avez un programme RISC, vous compilez dans RISC-V, vous donnez le binaire RISC-V avec un préfixe devant, indiquant qu'il s'agit d'un programme SP1. Et vous produisez la sortie de ce programme RISC-V comme également comme un type spécial de sortie. Il s'agit vraiment de deux ajouts ici. Et maintenant, vous devez prouver l'exécution de n'importe quel programme RISC. Donc, par exemple, vous vouliez exécuter ce programme de Fibonacci. Vous ne pouvez pas simplement prendre, disons, ce que quelqu'un d'autre a fait, n'est-ce pas? Donc, j'ai une bibliothèque qui influence Fibonacci. Vous pouvez simplement prendre ma bibliothèque et l'exécuter à l'intérieur de SP1. Maintenant, en dehors du contexte des circuits personnalisés, si vous voulez effectuer un calcul plus complexe spécifique à une application, vous devrez déployer vous-même une grande partie de cette bibliothèque. Supposons que vous vouliez modifier légèrement ma bibliothèque, vous auriez besoin de la modifier essentiellement à l'intérieur de ce langage de circuits personnalisés, ce qui la rendrait assez difficile à modifier et à maintenir à long terme. C'est donc là que la personnalisation et l'extensabilité des programmes et des circuits personnalisés sont assez difficiles. Alors que dans le régime des programmes normaux, je veux dire que les gens étendent tout le temps des programmes Rust normaux. Et c'est là que se trouve la délimitation. Maintenant, vous pouvez essentiellement prendre n'importe quelle bibliothèque et la prouver grâce à SP1. Ça devient un petit peu technique tout de suite. Est-ce qu'on peut peut-être revenir et expliquer ce qu'est le ZK VM, peut-être le ZK EVM? Qu'est-ce qui est différent pour la communauté? Le ZK, qu'est-ce qu'une preuve à divulgation nulle de connaissances? Fondamentalement, les preuves à connaissance zéro, je vais d'abord donner la définition académique, puis je donnerai la définition réelle après. Donc, la définition académique d'une preuve à divulgation nulle de connaissances est qu'elle en a essentiellement 3. Donc la solidité signifie essentiellement qu'il est difficile de convaincre quelqu'un que vous avez une preuve valide sans avoir réellement les entrées.
Donc ce que cela signifie, c'est que, vous savez, moi je n'ai pas les entrées valides qui satisfont l'affirmation que je veux prouver. Il m'est donc difficile de vous convaincre que j'ai cette affirmation. Ça, c'est la soundness, la solidité. L'exhaustivité signifie essentiellement que si j'ai les entrées valides, je devrais être en mesure de vous convaincre avec une forte probabilité que j'ai une preuve valide. Et avec ces données valides, je devrais être en mesure de créer une preuve que vous devriez toujours être en mesure de vérifier comme étant correcte. La propriété à connaissance nulle de connaissance signifie essentiellement que je peux vous prouver qu'une affirmation est vraie sans révéler aucune des entrées. Dans l'exemple du numéro de sécurité dont nous parlions plus tôt, j'ai un numéro de sécurité sociale valide, sans révéler quel est mon numéro de sécurité sociale. Ce sont donc en quelque sorte les trois principales propriétés des preuves à divulgation nulle de connaissances. Maintenant, le cas d'utilisation pratique est que vous pouvez prouver des déclarations sans révéler toutes les entrées, n'est-ce pas? Donc, vous savez, dans le contexte de la blockchain, pour l'évolutivité, ce n'est pas si important. Mais si vous avez déjà entendu parler de Tornado Cash, c'est là que vous avez essentiellement un système qui vous permet d'effectuer des transactions privées, n'est-ce pas? Ou comme vous pouvez échanger des fonds de manière privée par le biais de cette pool, parce que vous pouvez essentiellement déposer dans cette pool, puis vous pouvez retirer sans révéler le compte avec lequel vous avez déposé. C'est donc en quelque sorte la définition académique et ensuite la définition pratique de la façon dont le ZK est utilisé. Les machines virtuelles ZK sont donc des machines virtuelles à connaissance nulle. Cela signifie que nous pouvons prendre n'importe quel code normal et l'exécuter dans le contexte du ZK. Donc avant la cryptographie à connaissance nulle, qui était très académique, vous devriez traduire votre code normal en quelque chose que la cryptographie ZK pouvait comprendre. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel code normal et l'exécuter directement. C'est la puissance de la ZKVM. Donc, quand je parlais plus tôt, vous savez, de l'exécution d'un bloc Ethereum, vous l'avez mentionné, vous savez, des équipes comme Starkware, qui sont des pionniers de l'espace, ZK, ont dû consacrer énormément d'efforts pour convertir le code normal en quelque chose que le prouveur Starkware pouvait comprendre. Et où ils ont dû écrire essentiellement une implémentation il y a cette chose appelée Kakarot, qui a utilisé Cairo, qui est le langage de Starkware, pour écrire une implémentation d'une ZK EVM. Donc, maintenant, vous pouvez simplement prendre le code en Rust et le faire tourner à l'intérieur de SP1 et ça fonctionne de cette manière. Je pense que c'est essentiel parce que le ZK n'est pas un sujet facile à aborder. Beaucoup de gens ne savent pas très bien comment cela fonctionne. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est parfait comme ça, merci. Alors, on peut donc continuer à parler de succinct. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est en août, quelque chose comme ça, vous avez publié un benchmark sur les performances de succinct. Est-ce que ces benchmarks sont toujours d'actualité? Je veux dire, est-ce qu'ils sont à jour? Et que signifient ces benchmarks pour le ZK? Qu'est-ce que succinct a plus que les autres ZKVM, par exemple? Oui, donc les deux questions ici sont les suivantes. Qu'est-ce que nos récents benchmarks disent de nos performances et qu'est-ce qui distingue SP1 des autres ZKVM? Par exemple, pourquoi, vous savez, il y a beaucoup de ZKVM qui existent, pourquoi SP1 et Succinct sont-ils si bien positionnés pour tirer parti de la construction d'un excellent ZKVM? Donc, pour les benchmarks, je pense que lorsque nous avons lancé SP1 à l'origine, nous voulions montrer pourquoi SP1 lui-même était si performant. Donc, à un niveau élevé, l'approche que nous avons adoptée avec SP1, qui était nouvelle, c'est que nous voulions vraiment que ce soit quelque chose de simple. On voulait vraiment montrer que c'était une excellente solution pour accélérer les opérations qui étaient courantes, qui avaient fait leurs preuves. Vous voyez. Donc, chaque fois que vous prouvez, disons, dans un bloc Ethereum, il y a certaines opérations que nous avons remarquées comme étant assez courantes. L'une d'entre elles s'appelle Ketchak. Ketchak est un hash utilisé pour calculer l'état sur Ethereum. Donc, vous recalculez ceci. Donc, vous avez une arborescence de partition de Merkle et la fonction de hachage de cette arborescence de partition est Ketchak. Si vous décomposez Ketchak en son équivalent en langage RISC-V, naïvement, c'est beaucoup d'instructions, n'est-ce pas?
Il y a un tas d'opérations d'enchères, un tas d'additions, un tas de multiplications. Et si nous savions que le catch-hack se produit souvent, au lieu de le décomposer en un tas d'instructions risque 5, il suffit de le contraindre à catch-hack lui-même. Nous utilisons un circuit personnalisé pour contraindre le catch-hack. Mais si nous rencontrons des choses qui ne sont pas si courantes, comme du code à usage général, nous les traitons comme risque 5. Dans SP1, nous appelons cela une architecture centrée sur la précompilation. Donc, cette idée d'avoir un circuit personnalisé pour catch-hack est ce que nous appelons une précompilation. Et dans SP1, nous avons rendu très facile l'extension de notre ZK-VM avec des précompilations. On a également une précompilation pour SHA. Dans les transactions Ethereum, vous utilisez une signature appelée ECDSA. Tendermint utilise un algorithme de signature différent. Et nous avons donc essentiellement un tas de précompilations différentes pour les opérations cryptographiques couramment utilisées qui accélèrent considérablement les performances de SP1. Donc, lorsque nous l'avons lancé à l'origine, c'était l'une des grandes choses qui nous distinguait vraiment, je pense, de nos performances sur les charges de travail du monde réel. Donc si vous exécutez Fibonacci, vous ne voyez pas cela parce que il n'y a pas d'opération courante au sein de Fibonacci qui soit vraiment intensive. Mais dans le contexte de la blockchain, et même en général dans la cryptographie, il y a beaucoup d'opérations qui sont assez courantes. Et nous avons remarqué des améliorations significatives des performances en ayant une accélération pour, vous savez, des fonctions spécifiques. Donc, lorsque nous avons lancé à l'origine SP1, c'est ce qui l'a rendu plus performant. Et ces derniers mois, nous avons ajouté la prise en charge de la preuve par GPU sur SP1, ce qui a conduit à une accélération de 5 à 10 fois les performances par rapport à notre preuve CPU existante. Nous avons donc publié des benchmarks détaillant les performances de notre GPU, ce qui rendait SP1 plus performant, plus rentable et plus efficace. Je pense que nous voyons maintenant, c'est ce que vous savez, les benchmarks racontent une histoire de performance. Mais ce qui intéresse vraiment les utilisateurs, c'est la performance de leur charge de travail pour les utilisateurs. Donc, vous savez, vous regardez ces points de repère, mais vous voulez faire quelque chose de légèrement différent. C'est difficile d'extrapoler. Par exemple, comment puis-je savoir comment cela va se comporter sur ma charge de travail si vous ne faites qu'évaluer différentes charges de travail ? Eh bien, il s'avère que parce que vous êtes SP1, vous savez, prêt à être utilisé en production, nous avons un support pour prouver avec notre réseau de prouveurs que les gens peuvent en fait évaluer le coût assez rapidement avec SP1 pour leur propre charge de travail. Je pense donc que les benchmarks étaient bons lorsque le projet était à ses débuts, mais maintenant qu'il est plus mature, vous pouvez simplement benchmarker le SP1 pour votre propre charge de travail. Et c'est un peu là que nous voyons la valeur des points de repère, des benchmarks. Et je pense que l'une des choses que nous avons faites récemment et que nous avons publié auprès de nos benchmarks, c'était OP Succinct. Je pense que nous en reparlerons un peu plus tard, mais il s'agissait de prouver l'OP Stack qui est un cadre par Optimism à l'intérieur de SP1, afin que nous puissions prouver l'exécution d'un rollup de l'OP Stack dans SP1. Et nous y avons publié des chiffres de benchmark, et c'est par exemple un cas d'utilisation qui est courant et que les gens voulaient comparer en production, et que nous permettons donc aux gens de faire. Et ils ont raison, comme nous avons nos propres points de repère, mais les gens peuvent en fait aller simplement faire courir SP1 et voir combien est-ce que cela coûterait de gérer cela. Donc je pense que les benchmarks sont bons, mais ils sont ponctuels. Je pense que même depuis ces points de repère-là, notre performance a considérablement augmenté, comme au moins 2 à 3 fois, et que d'autres améliorations sont encore à venir pour le futur. Je pense donc que les benchmarks sont une sorte de mesure ponctuelle et qui s'améliorent considérablement au fil du temps, surtout lorsque ces systèmes connaissent un développement aussi rapide. Vous avez parlé de la vérification des GPU. J'entends dire qu'il y avait des ASIC qui viennent aussi pour la vérification ZK pour Ethereum principalement. Est-ce que cette technologie vous intéresse pour la vérification de Succinct? Je pense que l'une des plus belles choses à propos du ZK, c'est qu'il est auto-vérifiable. Si je donne un calcul, cette preuve est auto-vérifiable, n'est-ce pas? Vous pouvez donc simplement vérifier qu'il a effectivement prouvé le calcul que vous vouliez prouver. Je pense donc que cela se prête à toute équipe qui peut rendre la preuve plus rapide, soit avec de meilleurs algorithmes, soit, comme vous l'avez mentionné, un meilleur matériel.
que ce soit les SPGA, les ASICs, etc. Ça marche tout simplement. Par exemple, si vous êtes capable de générer une preuve plus rapidement sur un ASIC ou un FPGA, c'est immédiatement utile pour les gens parce que c'est moins cher et cela peut être aussi plus rapide. Et donc, je pense que pour nous, c'est extrêmement excitant et je pense que nous verrons comment se passe le développement. Pour nous, en interne, je pense que la vitesse d'itération est probablement plus rapide, vous savez, en faisant des choses sur le CPU plutôt que le GPU. Et il y a des équipes avec beaucoup d'expérience matérielle qui travaillent sur des FPGA, dont des ASICs. Nous verrons donc comment cela se déroule le développement et c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup en raison de cette propriété, peu importe où le calcul est effectué pour le ZK. Et vous savez que je suis ici depuis 2-3 ans maintenant et nous pensons que le ZK était très loin et maintenant il s'en rapproche de plus en plus. Mais quelles sont les limites du ZK? Est-ce que c'est la bande passante? Est-ce que c'est le coût? Et à quelle vitesse allons-nous aujourd'hui? Combien est-ce que ça coûte de vérifier? Je pense que ça va excessivement vite et beaucoup de ça. Et surtout poussé et mis en avant par les ZK-VM, n'est-ce pas? Comme avec les ZK-VM, vous êtes en mesure d'évaluer très rapidement les performances du ZK pour une variété de charges de travail. Auparavant, il y avait des frais généraux de développement importants. Et si quelqu'un voulait utiliser le ZK pour son cas d'utilisation, c'était difficile. Maintenant, avec les ZK-VM, c'est assez facile, n'est-ce pas? Par exemple, vous prenez simplement votre code et le mettez dans le ZK-VM et générez une preuve. Assez facile. Je pense que, de ce point de vue, nous constatons que le développement de la facilité avec laquelle il est facile pour les gens d'exécuter du ZK rend également plus facile pour les équipes de comprendre comment optimiser leur système ZK, comme si nous voyions qu'un type spécifique de charge de travail décolle. On peut passer du temps à l'optimiser et notre travail s'accumule au fil du temps parce que nous avons ce système à usage général qui peut faire tout calcul. Ainsi, les progrès dans un domaine ou une charge de travail spécifique se prêtent souvent à d'autres charges de travail. Donc, je pense que le ZK évolue rapidement avec les ZK-VM, comme SP1 en sont une grande partie. Donc, nous parlons de SP1, donc le prouveur, mais je veux demander qu'est-ce que le réseau Succinct, le Succinct Network, qu'on peut voir notamment sur le site web et la documentation. Qu'est-ce que le réseau Succinct? Comment l'expliqueriez-vous aux débutants? Nous aurons bientôt plus d'informations à ce sujet, mais je vais donner une brève introduction. Le réseau Succinct est essentiellement un endroit où le calcul du monde peut se rassembler pour prouver le logiciel du monde. Il y a donc beaucoup de calculs dans le monde de manière générale, n'est-ce pas? Comme vous savez, avec surtout, je pense, l'essor de l'IA, nous avons vu à quel point le calcul devient important et à quel point il est tard pour effectuer beaucoup de calculs différents. Et une grande partie de ce calcul n'est pas utilisée. Et donc, je pense qu'il y a en fait beaucoup de valeur débloquée en le rendant accessible à tout le monde pour qu'il puisse utiliser son calcul de manière significative. Et pour les personnes qui veulent générer des preuves, beaucoup d'entre elles sont assez sensibles au coût, n'est-ce pas? Ils sont également sensibles à d'autres facteurs, comme les gens se soucient de la fiabilité, ils se soucient de la résistance à la censure, ils se soucient de la latence. Et je pense que l'agrégation d'une plus grande quantité d'offres et d'une demande de preuves va conduire à de nombreux résultats intéressants pour les deux personnes, ou les deux entreprises, les deux groupes au sein de ce genre de réseau, n'est-ce pas? Donc, vous obtenez essentiellement beaucoup d'avantages positifs en agrégeant la demande et l'offre de preuves. Vous pouvez tirer parti de l'ordinateur latent de quelqu'un dans le monde et générer des preuves plus rapidement d'une manière résistante à la censure. Comme beaucoup d'équipes à qui nous avons parlé, elles sont elles-mêmes des protocoles. Donc, vous savez, ce sont des protocoles décentralisés et ils dépendent d'un service centralisé qui n'a pas de sens à long terme.
Et ils ne veulent pas qu'une seule partie génère leurs preuves. Ils ne veulent pas dépendre d'AWF pour générer leurs preuves, parce que vous savez, s'ils deviennent assez grands et que le gouvernement américain ou une autre entité va à l'encontre de ce protocole, ils ne veulent pas être censurés par AWS. Et ils préfèrent être dépendants d'un protocole lui-même qui résiste à la censure. Je pense donc que cette propriété, les gens s'en soucient. Et je pense que pour la rentabilité, les gens s'en soucient également. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment enthousiastes à propos du réseau succinct. Et donc, quelles sont les prochaines nouveautés pour le réseau succinct? Vous dites qu'il y aura d'autres annonces bientôt. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques détails? Quelles sont les prochaines étapes pour le réseau? Je ne sais pas combien d'alpha je peux laisser échapper, donc je dirais simplement qu'il faut garder l'œil ouvert. Je travaille depuis un moment maintenant sur les choses que nous serons très heureux de partager. Nous aurons donc beaucoup plus d'informations à ce sujet et c'est quelque chose qui fait l'objet d'un développement très actif. Parfait, nous attendons ça avec impatience. Vous dites que le réseau succinct est essentiellement un réseau de calcul auquel succinct est lié essentiellement. Ouais, en gros, c'est un réseau de calcul qui peut initialement générer des preuves pour SP1, n'est-ce pas? Ainsi, à l'heure actuelle, n'importe qui peut utiliser son propre prouveur SP1. Vous savez, SP1 est comme entièrement open source. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons fait le projet tel qu'il est en premier lieu. Mais ce n'est pas si rentable pour vous de le gérer vous-même. Localement, vous savez, il y a des gens qui ont accès à un bon marché au matériel et à l'énergie dans le monde entier, et vous devriez être en mesure de tirer parti de leurs calculs pour vos applications. Je pense donc que ce réseau succinct est également un endroit où nous pourrons agréger cette offre de calcul et la connecter à la demande des applications pour générer des preuves. Les IK Rollup se soucient donc de générer des preuves sur un calendrier cohérent et fiable, et ils se soucient beaucoup du coût. Donc, aidons-les à obtenir un meilleur coût et profitons également de la puissance de calcul mondiale. C'est essentiellement l'idée. Nous avons donc des personnes qui exécutent des prouveurs pour SP1 et à l'avenir, au-delà sur le réseau, si vous les connectez à des applications qui veulent générer ces prouveurs. Et je me pose la question souvent de savoir si vous avez des prouveurs et des proposeurs, ou si le projet a besoin d'un proposeur lui-même et que vous n'avez que le prouveur. Parce que la réaction et la relation est très importante. Qu'est-ce que vous entendez par proposeur? Le proposeur, c'est celui qui demande la vérification au prouveur. Le prouveur doit prouver que les transactions sont acceptables. Je pense, si je me souviens bien. Peut-être que je ne comprends pas bien, mais il y a bien deux acteurs, toujours. Est-ce que par proposeur, vous faites référence au proposeur dans une blockchain? Ou qu'entendez-vous pour le proposeur de la personne qui demande la preuve? Peut-être que c'est moi qui ne suis pas. J'ai toujours pensé qu'il y avait deux acteurs, qu'il y avait un prouveur et un proposeur, et que le prouveur doit prouver ce que le proposeur demande. Dans le cas d'un layer 2, par exemple, qu'est-ce qu'un layer 2 a besoin pour accéder à succinct? Il n'a pas besoin de quelque chose comme un proposeur, quelque chose comme ça. Donc vous demandez dans le contexte d'un layer 2 qui souhaite utiliser SP1, vous devez prouver sa validité par exemple, et comment est-ce que cette configuration fonctionne, n'est-ce pas? Exactement. Donc, en gros, je suis plus familier avec la configuration pour l'OP-Stack. Je pense que certaines chaînes pourraient avoir une configuration un peu différente. Mais l'idée avec la plupart des rollups est que vous devriez être en mesure de dériver entièrement l'état du rollup à partir de ce qui est posté sur le layer principal. C'est pourquoi les rollups ont les mêmes propriétés de sécurité que la première couche, n'est-ce pas? C'est comme pourquoi vous pouvez utiliser Ethereum comme actif natif sur la couche 2, car si le rollup s'arrête pour un système de rollup avancé ou pour des rollups suffisamment matures, vous pouvez retirer sans autorisation. Il y a donc un moyen de toujours pouvoir
se retirer du système. Donc, à l'heure actuelle, comment cela fonctionne? C'est qu'il y a des optimistes et des ZK rollup. Pour les rollup optimistes, essentiellement, le rollup progresse et le proposant publie un nouvel itinéraire d'état pour le rollup à un intervalle régulier. Et après un certain temps dans cet état, il est finalisé. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'y a pas eu de fraude dans cet état? Par exemple, comment sommes-nous sûrs que le bon état a été affiché? C'est là qu'intervient le concept de preuve de fraude. Il y a une fenêtre de défi. Donc, dans le cas des rollups optimistes, vous devez attendre, disons, 7 jours pour qu'il y ait une personne qui dise « Ok, cet état est invalide ». Voici une preuve de la raison pour laquelle il est invalide. Donc, sur les rollups optimistes, vous donnez un peu de temps aux gens pour dire que l'état est invalide et vous générez une preuve frauduleuse qu'un état est invalide. Avec les rollups ZK, cela fonctionne comme ceci. Vous pouvez essentiellement, à l'intérieur d'un circuit à connaissance nulle, ou d'un ZK VM, que l'exécution du rollup était correcte et que les données utilisées, les transactions utilisées pour obtenir la nouvelle état, ont réellement été enregistrées sur le layer 1. Donc, vous savez, le layer 2 publie des données sur le layer 1 à intervalles fixes, ainsi que avant la nouvelle route d'état ne soit publiée. Et à partir de ces données du layer 1, vous pouvez dériver les transactions sur le layer 2. Ainsi, dans le cumul ZK, dans le rollup ZK, vous prenez essentiellement des données de transactions des layers 2 dérivés, vous les exécutez pour obtenir le nouvel état, et vous montrez qu'il s'agissait d'un nouvel état éprouvé par le ZK. Et donc, plutôt que d'attendre la fenêtre de défi, je poste l'itinéraire d'accès et à l'état et une preuve, et l'itinéraire d'état est donc maintenant prouvé dans le meilleur des cas. Et donc, en gros, là où le vérificateur rentre en jeu, c'est lorsque le proposeur publie l'itinéraire d'état. Et il demandera également qu'une preuve soit générée pour montrer que cet itinéraire d'état est correct. Le réseau de prouveurs renverra la preuve et le proposeur affichera la racine de l'état et la preuve ensemble sur la layer 1. C'est essentiellement comme ça que le prouveur se branche. Il ne s'agit pas vraiment de remplacer le proposeur. Il est utilisé par le proposant pour générer la preuve. Et c'est pourquoi le proposant se soucie d'avoir une propriété résistante à la censure au réseau de prouveurs qui va vérifier l'état du rollup, comme s'il voulait que l'état du rollup progresse sur le layer 1. Ils doivent être en mesure d'être sûrs qu'une preuve peut être générée à tout moment. Donc, disons que sur un layer 2 de l'OP-Stack, le coût de transaction est environ de 1 centime. Aujourd'hui, combien représenterait un coût si ce rollup utilisait succinct, donc la confirmation ZK? Nous avons quelques points de repère à ce sujet, comme celui que nous avons publié avec notre article de blog sur l'OP succinct. Aujourd'hui, ces chiffres diminuent considérablement à mesure que les améliorations algorithmiques et matérielles arrivent sur SP1. Mais nous constatons déjà que pour des choses comme un transfert ERC20, le coût est inférieur à 1/10 de centime. C'est de l'ordre d'un centième de dixième de centime pour un transfert ERC20. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, les gens ont évalué le débit d'un rollup en termes de transactions par seconde. Donc, ce qui est vraiment une mesure plus précise dans le cas d'Ethereum, c'est le gaz d'Ethereum par seconde. Car, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure parfaite, le gaz par seconde est censé mesurer la quantité de puissance directement demandée par le rollup. Donc, évidemment qu'il mélange beaucoup de choses différentes, de sorte que le gaz sur Ethereum n'est pas un pour un avec le coût du prouveur. Comme par exemple, vous savez, il y a des choses qui sont plus chères, comme un S-Load, par exemple, qui fait une lecture de l'arbre d'état d'Ethereum, qui nécessite beaucoup de hachage catch-up. Donc, en gros, à mesure que vous mettez à l'échelle le gaz Ethereum pour les opérations de calcul, vous voyez que le coût du prouveur augmente. Donc, par exemple, disons que vous avez une opération qui coûte 20 000 gaz, comme un transfert ERC20, qui pourrait coûter moins d'1/10 de centime. Mais si vous avez une opération qui coûte 2 millions de gaz, eh bien cela va coûter plus cher.
Donc, vous savez, il y a quelques mesures pour examiner le coût de la preuve d'un roll-up avec le ZK, mais déjà aujourd'hui, pour les utilisateurs finaux, je pense que ce coût est déjà à un point où c'est tout à fait faisable, n'est-ce pas? Comme les utilisateurs qui effectuent beaucoup de transactions financières, si vous faisiez comme un swap Uniswap et que vous déplaciez environ 100 dollars de fonds en payant moins d'un centième de centime, c'est raisonnable. Si vous négociez sur un roll-up, vous n'allez pas vous soucier de payer un centième de cent, un dixième de cent ou moins d'un dixième de centime. Ce qui vous importe, c'est de pouvoir retirer votre argent sur ce roll-up en 1 heure plutôt qu'en 7 jours. Je pense que c'est un meilleur compromis pour ces roll-up et pourquoi c'est le cas. Et vous avez annoncé que vous seriez compatible avec l'OP-Stack, ce qui nous permettra de créer des ZK VM en 1 heure. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Discutez-vous avec certains Layer 2 de l'OP-Stack actuellement sur la table. Je pense que nous allons bientôt faire une annonce à ce sujet, mais il y a une équipe qui se prépare à aller dans cette voie. Ils se préparent à déployer OP Succinct, ce qui est plutôt cool. Je pense donc que c'est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment. Nous avons discuté avec beaucoup d'équipes à ce sujet. Nous avons des intégrations avec tous les principaux fournisseurs de roll-up as a service, de sorte que Conduit, Caldera, Alchemy, Gelato, Altlayer, tous prennent en charge OP Succinct prêt à l'emploi. Et nous sommes vraiment ravis de parler aux équipes qui utilisent OP Succinct. Donc, si vous êtes une équipe qui cherche à convertir votre roll-up optimiste qui se trouve sur l'OP-Stack en un roll-up ZK, nous avons un chemin de mise à niveau très simple et c'est quelque chose que nous avons priorisé, ce qui permet de convertir de manière transparente votre roll-up optimiste de l'OP-Stack en un ZK roll-up dont la validité a été entièrement prouvée. Génial, super. Nous parlons donc ici de l'OP-Stack, mais est-ce que Optimism lui-même pourrait peut-être utiliser Succinct un jour pour peut-être changer son propre système de preuve et vous savez que lorsque vous devez devenir un roll-up de deuxième étape, vous avez besoin de 2 systèmes de preuves différents qui peuvent se concurrencer en cas de problème. Donc, est-ce que Optimism pourrait utiliser Succinct aujourd'hui, par exemple, pour devenir un roll-up de deuxième étape? Je pense que oui. Un roll-up de l'OP Succinct aujourd'hui ne pourrait pas le faire directement parce que la superchain a besoin d'ajouter un support pour cela. Mais une fois que cela se sera produit, je pense que oui. Et nous sommes vraiment enthousiastes à cette idée. Nous avons beaucoup parlé avec l'équipe d'Optimism. Cela fait pas sens pour tous les roll-ups, mais il est logique pour beaucoup de déploiements d'utiliser le ZK. Et je pense qu'à long terme, il sera logique que la plupart des roll-ups soient éprouvés avec du ZK. Mais c'est un marché d'ailleurs que vous avez déjà, n'est-ce pas? La superchain, l'OP-Stack et tout ça. Vos concurrents ont une partie ou c'est juste la vôtre? Parce que le marché est si grand, la superchain est si grande, c'est un très très grand marché. Je pense que c'est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment. Je pense qu'Optimism a fait un excellent travail avec la façon dont ils ont conçu leur stack pour qu'elle soit modulaire pour le système de preuve qu'il accepte. Il y a des ingénieurs dans leur équipe avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler au cours des derniers mois. Et je pense que nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de voir comment OP Succinct pourrait être connecté à Optimism. Et j'ai entendu dire que vous êtes un partenaire de Conduit, qui est utilisé comme roll-up as a service pour la plupart des roll-up. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce partenariat? Quelle est la philosophie? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Oui, donc avec Conduit, nous voulions essentiellement faire en sorte que les déploiements de roll-up grâce à Conduit puissent passer à l'utilisation de l'OP Succinct de manière aussi fluide que possible. Il dispose donc maintenant d'une intégration qui permet à toute personne qui exécute un roll-up OP-Stack sur Conduit d'utiliser donc OP Succinct. Nous avons donc annoncé que c'était très amusant de travailler avec eux. Je pense qu'il y a une excellente compréhension de la direction qu'il y a dans ce domaine. Que ce soit autour du ZK et surtout de la validité totale que permettent ces roll-ups. Donc,
C'est génial. Vous avez le partenariat avec vous et Conduit, bien sûr. Il y a aussi Celestia. Vous avez plutôt parlé de Blobstream. Euh, En gros, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce qu'est Blobstream dans les grandes lignes et quel est l'objectif de Succinct de travailler avec Celestia sur ce sujet? Mhm. Alors, en étant partenaire de Celestia dans ce domaine spécifique, quelle est l'idée? Quel est l'objectif ultime pour Succinct à s'associer à Celestia? Et je pense que c'est une excellente question et je pense que cela est lié aux choses de l'OP Succinct dont nous parlons depuis le début, n'est-ce pas? Nous avons fait une annonce avec Conduit et Celestia plus tôt, donc en gros je vais expliquer les deux. Euh, Qu'est-ce que Blobstream et comment se connecte-t-il à OP Succinct? Blobstream prend essentiellement... déjà, on va revenir sur ce qu'est Celestia. Celestia est une couche de disponibilité des données, où vous pouvez publier, par exemple, les données nécessaires, les données de transaction nécessaires pour prouver l'état d'un roll-up. Donc, si vous êtes un roll-up optimiste, les données utilisées pour les preuves de fraude doivent être accessibles pendant un certain temps afin que les gens puissent générer des preuves de fraude. Pour les roll-up ZK, ces données sont nécessaires pour générer la preuve du roll-up. On a besoin d'avoir les données de transaction par exemple qui sont nécessaires dans le cas d'un ZK roll-up. Lors de la conception initiale d'un grand nombre de ces roll-up, ils utilisaient simplement Ethereum pour la disponibilité des données. Ethereum a donc eu une mise à jour, le IP 4844, qui est entré l'année dernière et qui a créé les blobs, qui a rendu moins cher la publication des données sur le réseau. Données de transactions pour les roll-ups notamment. Mhm. Blobstream est donc essentiellement le pont de Celestia vers Ethereum, où les roll-ups qui s'installent dans Ethereum, mais qui utilisent Celestia pour l'AD, peuvent désormais prouver leur sécurité en utilisant Blobstream. Ils ont besoin d'un moyen sécurisé d'accéder aux données sur Celestia dans le contexte d'Ethereum. Et donc, ce que fait Blobstream, c'est qu'il valide les signatures du validateur de Celestia sur les données. Ainsi, les validateurs Celestia sont toujours en train de signer les données publiées sur Celestia et nous vérifions que les signatures sont correctes au lieu d'être facultatives. Alors, comment est-ce que cela se connecte à OP Succinct? Eh bien, avec OP Succinct et l'OPStack, ils prennent en charge d'autres fournisseurs d'espace pour stocker les données. Et il existe donc un tas de fournisseurs alternatifs, Celestia étant l'une d'entre elles. Et en gros, nous voulions également avoir une prise en charge prête à l'emploi pour les roll-ups qui ont le settlement sur Ethereum, mais également Celestia pour la disponibilité des données. Ces roll-ups prouvent que leurs données de transaction ont été dérivées correctement en utilisant Blobstream dans le contexte d'OP Succinct. Donc, dans le mode Celestia OP Succinct, vous vérifiez que les données publiées avec Blobstream soient correctes, puis vous utilisez les données publiées avec Blobstream pour dériver les données de transaction que vous transmettez à l'exécuteur, ce qui vous donne la nouvelle racine d'état. Je pense que nous avons travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de l'équipe de Celestia, l'un d'entre eux en particulier, Diego, qui a travaillé sur cette intégration. Et maintenant, nous prenons en charge tout roll-up qui utilise Celestia DA avec OP Succinct. C'est donc quelque chose qui nous enthousiasme vraiment, et c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Et j'ai toujours pensé que vous n'alliez pas lancer un jeton, mais vous parlez donc du réseau Succinct, par exemple. Vous devez être résistant à la censure. Est-ce qu'un token est quelque chose sur la table, ou peut-être que vous allez faire un AVS, je ne sais pas, I ou always rien thought du tout? you are not gonna launch a token, but you talk about Je censorship pense before, que c'est so you quelque need to be chose. censorship resistant. Nous voulons Your d'abord token voir is ce qu'est something that is l'adoption very du réseau important succinct. Je to pense que c'est un players, problème I don't know, très important pour les of gens aujourd'hui, your même pour beaucoup d'équipes avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes donc impatients de voir comment le réseau succinct se développe et je pense que oui, il y a beaucoup de travail à faire. Mhm. Today, even a lot of teams that we work with. So we're excited to see how the Sync network develops, and I think that
yeah, I think there's a lot of work to go. Ok. Awesome. Great. Donc, quel est le modèle économique de Succinct à l'heure actuelle? je, je veux dire, vous vous associez donc à d'autres projets et tout cela, mais quelle est la source de revenus de Succinct en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez divulguer à ce sujet? Ouais, absolument. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les preuves, n'est-ce pas, que beaucoup d'équipes ont besoin de preuves fiables pour des applications réelles, comme je l'ai mentionné, n'est-ce pas? Avail et d'autres partenaires entrent dans cette catégorie où ils ont de vraies applications qui sont déployées et ils ont besoin de savoir que les preuves seront livrées de manière fiable. Nous fournissons des preuves fiables pour ces partenaires, je pense à long terme, qui seront fournies grâce au réseau Succinct. Je pense que, vous savez, nous allons continuer à être un prouveur actif sur le réseau Succinct, même après son lancement. Et je pense que c'est un domaine à long terme, vous savez, où nous sommes très enthousiastes. Je pense que la preuve et que faire des preuves est notre source de revenus. Concernant le futur, vous savez que récemment Vitalik a publié de nombreux articles sur la feuille de route d'Ethereum, en particulier pour tout ce qui concerne le ZK. Même Justin Drake a beaucoup parlé de la Beam Chain, de la snarkification, j'utilise son terme, de tout ce qui concerne Ethereum. Dans quelle mesure Succinct peut-il être utile dans la feuille de route d'Ethereum et d'une autre manière, comment la snarkification et le ZK sur Ethereum peuvent aider Succinct à être meilleur, moins cher, plus rapide, tout ce qui pourrait aider et inversement. Je pense que la roadmap d'Ethereum est quelque chose qui nous fascine beaucoup. Il s'agit essentiellement de l'adoption du ZK sur le layer de base pour tous les rollups comme Ethereum. Et c'est, je pense, l'un des meilleurs projets de crypto-monnaie, n'est-ce pas? Pour nous, c'est assez clair que l'adoption du ZK est comme proche de l'endgame, ce à quoi Ethereum doit ressembler. Par exemple, vous avez essentiellement cette couche où vous savez vous n'avez plus besoin d'exécuter un nœud complet qui réexécute toutes les transactions à la place. Vous acceptez seulement une preuve, par exemple. Et donc, cela signifie que vous savez maintenant si vous voulez exécuter un nœud Ethereum, je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a fait, mais vous savez, j'en ai configuré quelques-uns à mon époque et je pense que vous fonctionnez sur ces machines qui sont un peu grandes, surtout si vous voulez exécuter un nœud complet qui exécute toutes les transactions, et la possibilité pour tout le monde d'exécuter un nœud est un élément essentiel de ce dont Ethereum se soucie en termes de décentralisation. Et je pense que le ZK est une partie très cool de cette feuille de route. Je pense que c'est quelque chose qui, vous savez, Justin a mentionné souvent, comment ils envisagent même d'enchasser les VM ZK à la couche fondamentale comme l'un des prouveurs, si ce n'est comme le démonstrateur pour la Beam Chain. Je pense donc que c'est quelque chose qui nous enthousiasme énormément de voir, vous savez, SP1 adopté pour ce genre de choses fondamentales. Ouais, écoutez, c'est génial. Nous approchons de la fin de cette interview. C'était vraiment super. Et j'ai une dernière question, peut-être ma préférée. Aujourd'hui, quel pourrait être le meilleur conseil que vous puissiez donner à un jeune investisseur dans la crypto en général? Pas un ticker, pas un token à partager, mais un conseil général pour quelqu'un de jeune. Je pense que c'est une excellente question. Je veux dire, je pense que pour moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de réfléchir beaucoup à long terme, à ce que devrait être l'état final de la crypto. À quoi ressembleront les systèmes dans 5 ans, puis en se concentrant sur les technologies qui sont les plus importantes pour y parvenir. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit dans la crypto, mais il y a certaines technologies dont la puissance est très claire. Et l'avancement de ces technologies, c'est en quelque sorte une force implacable.
Je pense donc que pour moi, il s'agit d'identifier quelle technologie sera clairement importante dans 5 ans et de consacrer beaucoup d'efforts sur la compréhension et la construction à partir de cela. That's good. Et le ZK en est un excellent exemple. Il y a aussi beaucoup d'autres technologies dans le domaine de la crypto qui entrent dans cette catégorie. Okay. Mais bien écoutez, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas mentionné et que vous voulez présenter aux gens, Aratan, juste avant la fin? Ouais, je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain à ce sujet. D'ailleurs, on a parlé de SP1, de Succinct Network, on a parlé de OP Succinct, du Blobstream. Et je pense que on a fait le tour. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications intéressantes avec le ZK qui vont être adoptées et qui ne sont pas seulement pour l'évolutivité. Certains d'entre eux sont assez cool. Vous savez, nous avons organisé cette résidence il y a quelques mois où un tas d'équipes sont venues pour présenter et travailler sur différents projets. Et il y avait comme un projet particulier appelé ZK Passport. Il y en a un autre appelé Open Passport. Il faisait essentiellement la même chose. Vous avez un mot de passe, plutôt votre passeport correspondant à un pays spécifique. Et ce genre de projet où vous prenez des systèmes existants et vous leur appliquez du ZK, c'est quelque chose de très puissant. Parce que vous êtes essentiellement capable d'amorcer l'identité anonyme sans avoir besoin de faire de distribution, n'est-ce pas? Comme le premier jour, la plupart des gens que vous connaissez sont en quelque sorte dans la crypto, en particulier des gens qui sont allés à la DEFCON ont des passeports, comme ils ont fondamentalement besoin de passeports pour aller dans ce pays. Et avec ZK Passport, vous avez maintenant une primitive que les gens peuvent utiliser pour des applications intéressantes. Donc par exemple, une chose avec laquelle je parlais, je me souviens pas si c'était WorldCoin ou quelqu'un d'autre, mais les gens utilisaient soit WorldPointer, soit ZK Passport pour organiser des élections fantômes dans des pays qui n'ont pas d'élections libres et équitables. Donc, vous savez par exemple, vous savez le Venezuela, l'Iran n'ont pas d'élections libres et équitables, comme il y avait toutes sortes de séries de protestations. Donc contre Maduro au Venezuela à cause de la façon dont il a généré les dernières élections. Et en Iran, c'est aussi un gros problème. Par exemple, le gouvernement ne laisse pas les gens voter aux élections. Et donc, en utilisant, je crois que c'était le passeport ZK, les gens ont prouvé qu'ils avaient, vous savez, un passeport iranien ou vénézuélien, puis ils ont voté aux élections, comme si c'était des élections traditionnelles. Mais les personnes extérieures savaient que seules les personnes qui pouvaient voter étaient les personnes ayant un passeport iranien ou passeport vénézuélien. C'est un exemple vraiment cool, vous savez, de ce que la technologie existante peut faire. Les passeports contiennent ces puces qui sont signées par le pays, indiquant qu'il s'agit d'un passeport de ce pays spécifique. Si vous combinez cela avec la cryptographie à connaissance nulle, vous obtenez ce comportement émergent qui consiste à construire des meilleurs systèmes que ceux qui sont déjà existants pour lutter contre la tyrannie. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment cool et quelque chose qui m'enthousiasme vraiment et qui n'est pas vraiment lié à l'évolutivité du ZK. Et cela montre beaucoup, vous savez, quel est le pouvoir du ZK appliqué en dehors du contexte de la blockchain. Et ouais, pareil, je me souviens plus du pays, mais je crois que c'était un pays d'Amérique du Sud qui utilisait le ZK de ZK Sync pour tous ses papiers. Je me souviens plus du nom, Quasar ou Quark, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez connaissance de ce projet? Non, je ne pense pas, mais j'ai entendu parler de quelque chose de similaire. Je sais que Rare Remote a été adopté, je crois, dans un pays des Balkans ou ailleurs essentiellement. Donc, je crois que c'était la Géorgie, mais je ne sais plus où. Ils font essentiellement leur vote grâce à ça, en utilisant Rare Remote, qui est comme une application de vote ZK. Génial, c'est vraiment un cas d'usage vraiment intéressant. Eh bien Ratan, ce fut une super heure avec toi. J'espère, merci beaucoup déjà d'être venu avec nous aujourd'hui. Cette interview a été géniale et j'espère que les gens comprendront mieux le ZK et les cas d'utilisation qui vont se développer pour Succinct et tout ce qui sera lancé très bientôt. Nous l'attendons avec impatience et nous vous remercions pour ton temps. C'était super. C'était vraiment ultra amusant. Merci de m'avoir invité. C'était super.
Prends soin de toi, merci pour cette heure et n'oubliez pas de vous abonner à la chain YouTube de Decrypted. Au revoir l'équipe. Au revoir.